Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match. Vous en avez désormais l'habitude chaque lundi, une demi-heure pour débattre ensemble de l'actualité du Stade Brestois 29. Avec en plateau aujourd'hui Pierre-Yves Henry, journaliste au Télégramme. Salut Pierre-Yves. Salut Ludo. Après avoir essuyé les plâtres lors de la première, il est de retour pour ce 10e numéro. Théo Carvela, notre abonné au Télégramme. Salut Théo. Salut Ludo. Et puis il nous l'avait promis la semaine dernière et il est de retour, Franck Ledors du journal L'Équipe. Salut Franck. Tous. Alors messieurs, pour notre premier débat du jour, on va commencer par profiter de la trêve internationale pour effectuer ensemble un nouveau bilan. Je vous ai demandé à tous les trois de dresser votre équipe type du début de saison. Et il y a eu consensus, vous êtes tombés sur ce 11 que l'on va découvrir ensemble. On va procéder ligne par ligne dans les cages évidemment. Marco Bizot, titulaire indiscutable depuis le début de saison. Et puis depuis maintenant, combien de temps Pierre-Yves C'est sa quatrième saison il me semble. Quatrième saison, forcément c'est le rock. Ouais. Pas de débat. Allez, en défense, de gauche à droite, Massadio Haïdara, Soumaïla Koulibaly, le capitaine Brendan Chardonnay et Kenny Lala. À gauche, difficile pour commencer, à gauche, de faire oublier Bradley Loco. Vous avez donc préféré Haïdara à Jordan Amavi. Logique, il n'y a pas vraiment débat non plus sur les performances, notamment de Jordan Amavi depuis le début de saison. Ouais, je pense que sur le début de saison, sur tous les matchs confondus, Haïdara prend le pas sur Jordan Amavi. Franck, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, malgré tout, Massadio Haïdara ? À la hauteur, on attendait forcément peut-être un peu plus. Alors après, il faut évidemment pas s'arrêter sur la saison dernière et l'exceptionnel millésime de Bradley Loco. On se doutait que ça serait pas aussi fort, même si on a pris Haïdara pour avoir un peu d'expérience. C'est quelqu'un quand même qui a du vécu maintenant, comme Amavi d'ailleurs. Ce sont deux profils qui peuvent un peu se ressembler, bien différents de celui de Bradley Loco. Et effectivement, il y avait match en début de saison entre les deux. Amavi a commencé, Haïdara est arrivé aussi un peu plus tard. Mais au fil des matchs, on s'est rendu compte qu'Amavi était quand même assez souvent en difficulté, et même si Haïdara n'a pas sorti que des grandes prestations, effectivement, il a pris un petit peu le dessus, je trouve, et bon, tous les trois nous le trouvons sur Amavi, oui, au poste de latéral gauche. Pierre-Yves, en défense centrale, il y a une hiérarchie qui s'est installée là aussi avec Koulibaly et Chardonnay. C'est la défense centrale de Ligue des Champions, quoi. C'est qu'on voit en Ligue des Champions. Et pour moi, Koulibaly, c'est un jeune joueur, mais c'est un de ceux qui, pour moi, amène le plus d'assurance dans la tranquillité, dans la sérénité, dans les relances. Chardonnay, c'est le capitaine, on ne bouge pas. Le match qu'il fait à Prague, c'est encore un gros match. Voilà. Et puis après, Lala, il est là depuis une saison et demie, 2 saisons. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est la défense classique qui ramène le plus d'assurance. Si, Luc Zogbé prend un peu d'épaisseur au fil des apparitions. Il est encore loin du niveau de Lala. C'est un jeune joueur qui a 18-19 ans. Voilà, il viendra peut-être à maturité dans quelques années, mais encore aujourd'hui, il y a trop d'écart entre les deux. C'est titulaire Lala et Zogbé en numéro 2. Ouais. On passe au milieu de terrain à présent avec 3 joueurs qui semblent indéboulonnables à leur poste. Hugo Magnetti, Pierre Lesmelou et Mady Camara. Éric Roy le répète, il dispose selon lui d'un des meilleurs milieux de terrain en France. Franck, peut-être ? Oui, clairement, c'est le milieu de l'année dernière qui a été très bon. Ça a été certainement des grands artisans de la magnifique saison du Stade Brestois. Lesmelou a fait une saison magnifique, Camara s'est révélé, et puis Magnetti a continué sa progression au point de devenir même vice-capitaine de l'équipe, ce qui n'est quand même pas rien. C'est pas uniquement l'ancienneté qui a fait cela, même si ça a joué, ce sont aussi ses performances. Et l'inconnu en début de saison était évidemment la blessure de Pierre Lesmelou, qui a duré un peu plus longtemps. Et Edmilson Fernandez, l'international suisse, a été recruté notamment pour pallier cette absence. Il l'a plutôt bien fait, mais dès que Pierre Lesmelou est revenu, et on n'a pas eu besoin d'attendre très longtemps dès sa première mi-temps. Puis après, dès qu'il a pu enchaîner, on a vu qu'il était au-dessus. Et effectivement, ce milieu de terrain s'est recomposé naturellement, puisque le système aussi est resté le même. Donc c'est la meilleure garantie de bonne performance dans l'entrejeu. Et puis en attaque, on retrouve à la pointe Ludovic Ajorc, même si le Réunionnais n'a inscrit que 2 buts en championnat. Sans lui, cette équipe n'a pas le même visage. Théo peut-être et Pierre-Yves après. Ouais, alors effectivement après dans les stats au niveau but, c'est pas le meilleur buteur de la Ligue 1, ça c'est sûr. Maintenant il fait quand même un très gros boulot, que ce soit offensivement ou défensivement. On l'a vu à Prague, il fait encore un très bon match. Et c'est lui qui est au pressing sur le deuxième but. Donc il va pas on sait qu'il ne marquera pas une dizaine de buts, voire une quinzaine de buts dans la saison, mais par contre il fait quand même du très bon boulot sur la pointe de l'attaque.
3 passes D en Ligue des Champions pour Ludovic Ajorc. Précieux aussi. Très précieux, qui malgré sa taille en fait, est un joueur assez fin techniquement. On se rend compte qu'il pèse beaucoup sur les défenses. En 4-3-3, il est tout seul en pointe. Il arrive souvent à prendre 2 joueurs sur lui en défense et il arrive à, contrairement à Steve Mounier qui était plus dans un style de puissance, lui il est puissant et technique. Voilà, c'est un style encore différent et on le voit, il fait des passes D, il pèse beaucoup et puis les buts viendront avec le temps. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui est indéboulonnable. C'est l'attaquant de Brest et il n'y a pas débat, je pense. Côté gauche, vous avez installé Abdallah Sima. 3 buts en Ligue des Champions, c'est ce qui lui vaut d'être dans cette équipe? Donc, clairement, ouais, c'est des stats un peu. Mais ce que j'aime bien avec Sima, c'est que c'est un joueur qui donne beaucoup d'énergie, qui est peut-être un peu moins bon techniquement que certains. Mais je trouve que dans l'engagement, dans l'énergie qu'il donne, dans l'intensité, il est au rendez-vous. Donc, à choisir, s'il y avait des choix à faire, j'ai mis Sima plus que d'autres. Ouais. Et puis sur la droite de l'attaque, vous avez tous les 3 également passé Romain Del Castillo. 3 buts, 2 passes D en championnat, c'est 3 buts sur penalty. Il a montré tantôt de bonnes choses, tantôt de moins bonnes, mais il est indiscutable, selon vous, Franck? Oui, c'est un petit peu autant, comme disait Pierre-Yves, il n'y a pas de débat sur le poste d'avant-centre, de pointe, c'est Ludovic Ajorc. Autant sur les côtés, je ne dirais pas que ça se dégage par défaut, puisque ce qu'a fait Simon en Ligue des Champions, 3 buts, c'est remarquable, mais on l'a un peu moins vu en championnat, et puis ça fait un petit moment maintenant quand même qu'il est blessé. Del Castillo est très loin de son niveau, enfin très loin, assez loin, on va dire, de son niveau de la saison passée pour des problèmes physiques. On sait qu'il malheureusement, il est souvent sujet à ce type de problème. Il a été épargné l'année dernière, il a fait une très très bonne saison. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, la concurrence, même s'il y en a, parce qu'on a pris des garçons comme aussi Romain Fèvre, comme Salah, Brahim Salah également, mais ces joueurs ne sont pas encore tout à fait à ce niveau-là, ou Mama Baldé, bien sûr, qui est de plus en plus titulaire, mais qui n'est pas encore, fait pas encore des très très grosses performances non plus. Donc c'est vrai que ces 2 joueurs-là se sont imposés, l'un presque par habitude côté droit, c'est son jardin, et à gauche, effectivement, les performances de Sima en Ligue des Champions parlent pour lui. Il n'y avait pas match, selon vous, avec Mama Baldé, Del Castillo, Sima? Ah si, bien sûr, il y a match, mais Mama Baldé, comme a dit Franck, pour moi aujourd'hui, c'est un joueur qui rentre à l'heure de jeu et qui peut dynamiter une défense, quoi. Quand il est titulaire, je trouve qu'il manque encore de régularité sur le long terme, de coffre en fait, pour faire un match entier. On l'a vu un peu à Prague, c'est un joueur qui je pense, pour l'instant en tout cas, je pense que Romain Del Castillo est encore un peu devant, mais comme Franck le disait, il faut faire attention pour Del Castillo, c'est pas le joueur de l'année dernière, c'est pas le joueur qui est aussi tranchant, donc il y a, comme dit Franck, il y a débat, après c'est des choix, hein, c'est Del Castillo, je pense que moi, je parle pour moi, je le mets parce que... C'est sur la valeur du joueur plus non, que sur ses performances? Je pense qu'il, par rapport à la saison dernière, par rapport au fait que c'est un joueur qui a une patte gauche, il a une main à la place de la patte gauche, donc ça reste un joueur hyper dangereux, mais avec le temps, il faudra qu'il fasse attention quand même de cette concurrence. Voilà, on parlait de Mama Baldé, de Romain Fèvre, qui peut-être un jour aussi rentrera dans la rotation, donc voilà. Mais il y a forcément débat. Dernière question pour conclure. Qui postulait, qui devrait être dans cette équipe et n'y est pas? Théo? Moi, je vois pas vraiment de joueurs se dégager. Après, on attend plus, comme on disait, peut-être de Romain Fèvre, même de Del Castillo. Pour moi, il n'y a pas trop de joueurs qui se dégagent, à part ce 11 type, à part peut-être Mama Baldé, comme on disait, mais qui est, je trouve, très bon dans ce rôle aussi de joker et de rentrer justement à partir de l'heure de jeu pour faire la diff, quoi. Franck, je te vois acquiescer. Oui, effectivement, Romain Fèvre, on peut peut-être espérer le voir un peu plus. Il a cette capacité en plus de jouer soit dans l'axe, soit sur un côté, soit dans le cœur du jeu, soit un peu plus haut. Mais pour l'instant, il a quand même déçu. Et puis un garçon dont on n'a pas parlé, mais qui partait peut-être au départ titulaire avec Brendan Chardonnay, c'est Julien Cardinal, puisqu'il avait la chance de connaître le groupe, puisqu'il était déjà la saison dernière, et aussi de s'être fixé vraiment à ce poste de défenseur central, qui est son poste, même s'il a pu dépanner côté droit la saison dernière. Et c'est plutôt lui qui partait, et puis la concurrence a fait que tout le monde a été un peu essayé, et c'est vrai, depuis quelques matchs, il a un petit peu disparu. Donc je dirais que peut-être lui, on aurait... Voilà, si on avait fait le même exercice il y a un mois, peut-être que le Cardinal aurait davantage challengé Koulibaly au poste de défenseur central. Même question, Pierre-Yves, qui aurait pu y être et il n'y est pas. C'était Fernandez, du milieu de terrain, qui, quand il a joué, je trouve, a apporté autre chose que le milieu de terrain actuel. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce milieu de terrain magnétique Amara Esmelou, il est tellement rodé, tellement huilé que c'est compliqué en fait, d'intégrer un joueur là-dedans. Mais c'est vrai que Fernandez, il me plaît bien depuis le début de saison. Et voilà, c'est compliqué de le mettre sur un 4-3-3. Il était bon dans ce rôle-là à Prague. À Prague, ouais. Merci Pierre-Yves. Allez, tout de suite, on passe à notre second débat du jour.
Éric Groy peut-il rester à Brest et résister à une offre venant de l'extérieur? Pourquoi cette question? Eh bien, tout simplement parce que l'entraîneur des Tisef est en fin de contrat au mois de juin. Comme nous le rappelait, on va le voir, un certain Franck Ledors dans un article du journal L'Équipe il y a 10 jours. Roy, horizon ouvert, en fin de contrat en juin 2025, l'entraîneur du Stade brestois sera naturellement sollicité. À 57 ans, pourra-t-il résister à une belle offre? Tu avais écrit, Franck. C'est aujourd'hui un sujet tabou quand il s'agit d'évoquer son avenir. Et Éric Groy botte en touche, tu l'as écrit. Oui, Éric Roy, aujourd'hui, souhaite pas en parler. Hein. C'est vrai que c'est pas entre guillemets encore un sujet. Ça va vite le devenir naturellement. Je pense qu'il ne veut pas non plus parasiter tout ce qui se passe aujourd'hui. Un calendrier extrêmement chargé avec son cas personnel. C'est aussi quelque chose qui n'est pas sur lequel on peut difficilement parler même auprès des dirigeants. C'est vrai que là, tout de suite, non, c'est pas un sujet. Et pourquoi vous soulevez du coup cette question-là ce jour-là, Franck? Parce que les performances font qu'il était déjà sollicité au printemps dernier, avant même que Brest finisse en Ligue des Champions. Lui-même me l'avait dit lors d'une interview cet été, et que il avait botté en touche en disant de tout venir tant que le championnat n'est pas terminé, et surtout si on le termine à la place à laquelle j'espère, c'est-à-dire en Coupe d'Europe, je resterai. Et il a tenu parole. Mais là, aujourd'hui, il y a aussi la Ligue des Champions qui montre que là, s'il était déjà observé sur le plan national, là, forcément, les performances au niveau européen, ça peut lui ouvrir encore d'autres portes et puis d'autres regards. Donc forcément, ça va aussi, c'est un sujet qui va arriver forcément à un moment donné ou à un autre. Hein. Mais on sait qu'à Brest, on n'est pas forcément très pressé. On se souvient que quand il est arrivé, même si c'est un autre contexte, il avait attendu le maintien officialisé et les jours d'après la dernière journée de championnat pour signer son contrat de 2 ans. Peut-être que ça va durer encore un petit peu ce feuilleton. Pierre-Yves, en 2 ans, sa cote a explosé à Brest. Certains étaient pourtant, peut-être même nous les premiers, sceptiques quant à sa nomination. Ouais. C'est un parcours assez exemplaire. C'est assez atypique, hein. C'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qui se passe pour lui. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est un cycle qui est énorme. Pour un entraîneur de football aujourd'hui en pro, il aura fait 2 ans et demi en juin à la tête d'une équipe. En Ligue 1, il n'y en a pas un. En club Ligue 1, il n'y en a pas un qui a cette même régularité. Donc il faut partir dans des clubs comme City, comme Arsenal, où il y a beaucoup d'argent, des projets sur le long terme, pour avoir des entraîneurs qui s'installent sur 5, 6, 7, 8 ans. Il y a cette question-là. Voilà, 2 ans et demi en juin, dans le foot, c'est une durée qui est hyper longue. La question à se poser, comme le disait Franck, Brest fonctionne comme ça avec Grégory Lorenzi et lui, quand Brest se maintient il y a 1 an et demi, 2 ans, ils attendent la fin de saison pour se décider. Alors là, est-ce qu'ils pourront le faire encore? Je ne suis pas sûr, parce que je pense que les sollicitations arriveront bien avant. Mais c'est une question évidemment qui va se poser dans les mois à venir. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il va partir? Voilà. Est-ce qu'on peut se poser aussi la question d'une fin de cycle ou pas? C'est la question qui va arriver. Ouais. Franck, dans ton article, tu rajoutes à 57 ans, il sait que les opportunités d'aller voir ailleurs, d'aller voir plus haut, ne repasseront peut-être pas. Et puis si Antoine en régie veut bien nous montrer cette autre phrase, il est aussi conscient qu'il tire le maximum d'un groupe qu'il ne pourra pas emmener plus loin. Cette phrase n'est pas anodine, Franck. Il tire le maximum d'un groupe qui ne pourra pas amener plus loin. Probablement, tant que le Stade brestois entre guillemets, n'aura pas plus d'ambition qu'un maintien confortable avec un budget extrêmement modeste. C'est toujours l'un des plus petits budgets de Ligue 1, même cette saison avec la Ligue des Champions. Il sera difficile de se projeter et avoir des ambitions. Ce qui s'est passé la saison dernière est absolument exceptionnel. C'est l'une des plus gros coups de la Ligue 1 de ces 20-30 dernières années. Donc, clairement, oui, c'est compliqué. Pierre-Yves évoquait un fin de cycle, c'est aussi probablement la fin d'un cycle. Hein. Il est arrivé, il a maintenu le club, ce qu'on lui demandait assez facilement. Derrière, il fait une saison de dingue. Cette année, il enchaîne avec une Ligue des Champions qui restera historique, puisqu'ils vont très probablement aller en play-off, voire pourquoi pas un peu plus loin. Donc tout ça, ce n'est à chaque fois que mieux, c'est que du bonus. Donc faire mieux, il ne pourra pas, il le sait. En plus, il y a un certain nombre de joueurs qui ont pu être retenus cette année par la Ligue des Champions, qui ne seront certainement plus là la saison prochaine. Donc ça ressemble quand même à une fin de cycle. Alors ce cycle est magnifique, mais ça sera compliqué pour lui de faire mieux, évidemment. Et puis lui, il est ambitieux, c'est logique, hein, 57 ans, c'est son 2e poste. Il sait que, comme je l'écrivais, effectivement, là, ça passera peut-être pas une autre fois. Hein, c'est un cas de figure assez exceptionnel. Donc je ne dirais pas que si c'est pas maintenant, c'est jamais, mais
voilà, après, tout dépendra aussi des offres qu'il a. Hein, encore faut-il que ça lui convienne aussi. Hein, il ne partira pas pour partir, puisque, comme j'écris aussi, il se sent très bien à Brest. Théo, on t'a pas entendu sur le sujet. Seul lui a la réponse, Éric Roy. Mais d'après toi, est-ce qu'il peut, quel est ton sentiment, est-ce qu'il peut résister à une offre et rester à Brest? Alors, je pense que ça va dépendre beaucoup de la saison et comme on disait par rapport à cette fin de cycle, c'est vrai qu'après avoir connu la saison dernière, c'est très difficile de faire mieux. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'ensemble des sollicitations qu'il va avoir, bien sûr, il réfléchira. Après, je pense que ça ira aussi qu'avec Grégory Landi. Si lui reste en place, peut-être que ça prendra une part aussi dans le choix d'Éric Roy à la fin de saison, quoi. Mais à partir pour aller où? En France, à l'étranger? Il dit souvent que les entraîneurs français en France sont sous-cotés. Est-ce qu'il peut aller dans un grand club Non, français? mais en fait, on est en train de dire qu'il pourrait partir, mais il pourrait aussi rester. Il peut aussi rester. Non, mais oui. la question, c'est la question qui va se poser. Je pense, c'est ce qui repart sur. C'est toujours pareil. C'est l'année de trop. Est-ce que on a toujours tous un jour, on s'est toujours posé la question de l'année de trop dans certains milieux, dans certains métiers. Je parlais de Guardiola et d'Arteta, par exemple. Aujourd'hui, il y a un nouveau stade qui va arriver à Brest, normalement, dans 2027-2028. Est-ce qu'il n'a pas aussi cette ambition de... J'en sais rien, c'est peut-être un football imaginaire, mais de se dire, moi je suis bien à Brest, j'ai envie de créer un truc à Brest, d'être cet entraîneur qui va amener Brest plus loin, de continuer. Après, comme le dit Franck, je pense que ça va être compliqué parce que il y a des joueurs qui peut-être un jour seront emmenés à partir aussi. On peut peut-être parler de Lasmelou après qui peut-être aura un bon de sortie aussi cet été. Voilà, c'est des questions qui vont se poser. Lui seul a la réponse. En tout cas, il est en fin de contrat, donc il choisira. C'est lui qui choisira où il veut aller, s'il veut rester ou il veut partir. Mais pour la question où il pourrait partir, forcément, c'est un club plus huppé que Brest, s'il part de Brest. Donc forcément, un club qui joue la Coupe d'Europe. Et sa cote à l'étranger, Franck, tu as des infos à ce sujet en sillonnant un peu les clubs européens actuellement? J'ai pas d'infos précises, sinon je les aurais écrites, mais je les aurais pas forcément gardées pour compter dans le match, encore que. Mais non, forcément, il est observé à l'étranger. Enfin, aujourd'hui, le football est même pas européen, il est mondial. Donc, évidemment, tout ce qui se passe en France, ça reste quand même un grand championnat européen. A fortiori, quand vous êtes entraîneur d'une équipe comme ça que personne ne connaît et que vous arrivez à faire ce que vous faites, vous attirez les regards. Alors, effectivement, c'est pas non plus un jeune premier, il a 57 ans, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas Giroud non plus, donc son âge devrait pas être un frein. Mais moi, je ne mettrai pas de pièces parce que j'en ai pas. Mais peut-être l'étranger, oui, ça pourrait être un challenge. On sait qu'il a œuvré, il a été joueur à l'étranger, il a été dirigeant à l'étranger, donc il parle espagnol, il parle anglais, et plutôt qu'aller dans un club entre guillemets moyen de Ligue 1 ou moyen supérieur sans beaucoup de garanties. Peut-être que l'étranger, ça serait un challenge qui pourrait lui convenir. Mais voilà, je vous le dis, sans info, hein, c'est comme je le ressens aujourd'hui. Pierre-Yves, si je peux juste appuyer sur ce que disait, je crois que c'était Franck Théo, c'est-à-dire que c'est un coach quand même qui est arrivé, comme tu disais, un petit peu dans l'anonymat. On était tous un petit peu dubitatifs et sceptiques là-dessus. Il maintient le club en Ligue 1 au bout de 6 mois, mais bien avant. Je crois que il maintient le club au bout de la 35e journée. Ligue des Champions. S'il maintient Brest cette saison, avec le parcours de Ligue des Champions qui est déjà réussi, de toute façon, quoi qu'il arrive, le parcours de Ligue des Champions est déjà réussi, maintien en Ligue 1, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire de mieux en fait avec cette équipe-là. Donc on faut peut-être appuyer là-dessus, c'est-à-dire que ça va rentrer dans son état d'esprit. Et quelque part, il part, tu lui fais une statue, passe de liberté. Non mais c'est vrai, c'est un coach qui aura ramené tout ça en fait. Qu'est-ce que tu peux faire de plus en fait? C'est ça la question aujourd'hui. S'il part, il partirait probablement seul parce qu'il est arrivé avec un staff qui était déjà installé en plus. Hein. C'est ça qui est important de souligner. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas de staff. Alors après, je pense qu'il a plein de connaissances dans le foot, donc il arrivera à se constituer un staff ou pas. Ça dépend dans quel club il arrive et s'il a besoin d'un staff. Mais oui, il est arrivé tout seul, donc il s'est forgé aussi auprès des Brestois pure souche, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il est très reconnaissant que Brest lui a donné sa chance à l'époque, et ça on en parle souvent avec lui, et que ça rentrera aussi dans sa réflexion. Qu'il a un lien avec les supporters aussi qui s'est créé, donc voilà, c'est pas aussi clair que ça pour l'instant. Ouais. Et il faudra, comme vous l'avez dit tous les trois, attendre probablement la fin de saison pour connaître la réponse à cette question. Allez, on enchaîne avec notre troisième et dernier débat du jour. Pierre Lasmelou doit-il être appelé en équipe de France? Débat qui peut prêter à faire sourire pour certains, très sérieux pour d'autres, et qui est revenu sur la table avant le dernier rassemblement des Bleus. Mérite-t-il, peut-il ou doit-il être appelé en équipe de France? Qui veut commencer?
Moi, je pense qu'il doit, ouais. Moi, je pense qu'il doit un jour au moins être observé de plus près. C'est un joueur qui apporterait, je pense, pas mal de choses en équipe de France, sans dire qu'il va révolutionner le jeu de l'équipe de France, mais ça apporterait un vent de fraîcheur. Ce serait un bon message, je pense, envoyé aux joueurs techniques, entre guillemets. On connaît Didier Deschamps. Et... Toi qui connais le logiciel Deschamps pour avoir suivi la dernière Coupe du Monde, dernière Euro, ça lui effleure même pas l'esprit à Didier Deschamps. Non, c'est la puissance, c'est l'intensité. Mais là où on se trompe, je pense, sur les Zmenou, c'est que c'est un des plus gros récupérateurs d'Europe dans la capacité à défendre, dans la capacité à récupérer des ballons, à mettre de l'intensité aussi dans les duels. Donc, on le voit, hein, c'est pas un joueur qui fait 1m95 et qui fait 80 kg, mais je pense que c'est un joueur qui a une vision du jeu qui est assez exceptionnelle. Et je pense que voilà, après, tant qu'on débatte, ben oui, faut qu'il soit appelé, faut qu'il soit vu, faut qu'il soit. Moi, ça me plairait bien dans le foot un peu moderne où tout est carré, tout est un peu cadré, tout est un peu lisse. D'avoir un joueur comme ça me plairait bien. Ouais. Donc oui, il doit être appelé un jour. Ouais. Franck, Théo, à son poste, on a Tchouaméni, on a N'Golo Kanté. Hier soir, on avait Manu Koné, hein, c'est ça, à sa place dans ce rôle de sentinelle. Est-ce qu'il part de trop loin? Oui. Est-ce qu'il part de trop loin, finalement, Pierre Lesmelou? Ouais, je pense qu'il part effectivement de trop loin. Tu citais des noms. Oui, il y a du Kamavinga, qu'il ne faut pas oublier, il y a du Tchouaméni, qui est aussi, qui a pu être capitaine. Il y a du Fofana, il y a je ne crois pas du Camara, même s'il a été blessé. Il y a Thuram, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de monde, et beaucoup de monde qui a 25 ans ou moins, voire beaucoup moins. Et toi, tu as ton avis sur la question, alors, du coup? Je ne te l'ai pas posé encore. Il mériterait d'un point de vue intrinsèque. Après, ce qu'il doit, c'est compliqué de le dire. C'est vrai que son âge ne plaide pas pour lui. 31 ans, oui. Voilà, 31 ans. C'est vrai qu'à la limite, on y avait pensé un peu au printemps dernier. Enfin, c'était Eric Roy qui avait lancé un peu sous forme d'une boutade, mais même s'il le pensait vraiment. Et après, ça s'était un petit peu emballé. Mais c'est vrai qu'on était à quelques mois d'un Euro, donc c'était très compliqué. On savait qu'il n'avait pas de chance. Après, on s'était dit, peut-être qu'à la rentrée, sur un nouveau cycle, Coupe du Monde, pourquoi pas. Sauf que malheureusement, il s'est blessé. Alors, je ne sais pas, je pense que même sans sa blessure, il n'aurait pas été appelé, mais là, je dirais, ça a presque éteint tout débat puisqu'il était blessé, donc il n'était pas. C'est un débat brestois seulement, Franck? J'ai un peu l'impression, effectivement, mais qui est intéressant et auquel je participe et je peux souscrire, parce qu'effectivement, d'un point de vue intrinsèque, c'est vraiment un joueur que j'adore. Hein. Pierre-Yves a décrit ses qualités. C'est vraiment un joueur magnifique, et dès qu'il est revenu, on a vu qu'il avait, je ne veux pas dire qu'il avait transfiguré l'équipe, mais voilà, tout de suite, on avait vu la différence. Et dans l'absolu, moi aussi, je l'aimais bien, mais je pense qu'il part de beaucoup trop loin. Je pense que lui-même, ça lui effleure pas l'esprit. Il en serait fier certainement, mais bon, c'est pas un truc qui va l'empêcher de dormir. Il part, voilà, peut-être une ou deux années trop loin. Et encore une fois, c'est presque pas de chance, parce que c'est certainement peut-être le secteur de jeu en équipe de France le plus concurrentiel aujourd'hui, où il y a le plus de solutions possibles. Donc, il serait à latéral. Franck, je vais donner la parole à Théo, si tu veux bien. On l'a pas entendu encore sur le thème. Non, je rejoins un peu les deux avis. C'est vrai qu'en plus, c'est un joueur très, très élégant sur le terrain, capable de récupérer aussi beaucoup de ballons. Donc, il est assez complet. Maintenant, je rejoins Franck aussi sur la question de l'âge. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont 6-7 ans de moins que Pierre Lesmelou, et qui ont pourtant beaucoup plus d'expérience au niveau européen, quoi. Et je pense que c'est ça qui joue contre lui, même si, en tant que Brestois, on aimerait bien le voir un jour sur la liste de. Eric Roy l'avait défendu, son joueur, lors de la conférence de presse. Moi, je suis un peu provoque quand je dis doyette. C'est forcément un débat brestois, mais comme dit Franck, en fait, qu'il soit pas à l'Euro, avant l'Euro, je peux comprendre. T'es à 2-3 mois d'une grosse compétition. Il y a des bases, il y a des affinités entre les joueurs. Mais là, tu as 2 ans pour préparer quelque chose. Alors, il a été blessé forcément. Mais moi, c'est ce vent de fraîcheur, en fait, d'amener un vent de fraîcheur, d'amener des joueurs avec des styles différents. On parle de Lesmelou, ça peut être un autre. Ça peut être un autre différent de 20, 21 ans, 22 ans, j'en sais rien. Mais des joueurs un peu de ballon dans ce milieu de terrain, ça, depuis Paul Pogba. L'équipe de France, un peu à l'image de l'équipe du Stade Brestois, finalement. Depuis Paul Pogba, en fait. Un petit peu en ce moment devant les matchs de l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Mais évidemment qu'on est provoque en disant qu'il faut qu'il y aille. Mais c'est à travers Lesmelou, en fait, c'est de dire que. On a envie de voir des joueurs un peu plus créatifs, en fait, en équipe de France, un peu plus techniques, un peu plus footballeurs, en fait. Voilà. Et est-ce que le fait de jouer à Brest, Franck, rapidement, ça joue en défaveur, pardon? Ça joue forcément un peu. Alors, un peu moins cette année, parce que Brest est en Ligue des Champions, mais l'année dernière, un Brest, même 5, 4e, puis finalement 3e. Un garçon qui avait très peu d'expérience. Il avait joué un peu la Coupe d'Europe avec Nice, mais très peu. Dans une équipe, effectivement,
ne ferait pas la chronique et c'est certainement pas les matchs du Stade Brestois que Deschamps regardait en premier tous les week-ends, qui est tout à fait logique. Donc effectivement, ça joue en sa défaveur. Cette année, il y a la Ligue de Champions en plus, mais voilà, on ne va pas refaire le débat. Je pense que ça arrive un peu tard pour lui. Est-ce que également son manque d'expérience du très haut niveau joue également en sa défaveur? Moi, je pense que oui. Enfin, arrivé à son âge, comme je disais, il n'a pas assez d'expérience au niveau européen, donc ça doit jouer en sa défaveur. Maintenant, c'est vrai que, il est revenu quand même très fort de sa blessure. Quand on voit le match contre Leverkusen, par exemple, il revient tout juste de cette blessure-là, même s'il a mis beaucoup de temps à revenir. Il s'est remis tout de suite à un haut niveau et à un haut niveau européen. Et c'est pour ça que ce serait, je pense, intéressant de le voir à un niveau international, pour voir jusqu'à où il peut aller, jusqu'à où la limite de Pierre Lesmelou. On ne l'ira pas. Non, mais il n'ira pas, c'est une question. On a envie de Didier Deschamps aller voir le match contre Monaco vendredi soir. C'est un débat qu'on se pose, mais il n'ira pas. Le Deschamps, c'est des joueurs plutôt puissants et qui ont des expériences internationales. Les matchs des champions l'appellent, les matchs de Coupe d'Europe l'appellent. Et voilà, clairement, la réponse, c'est non, il n'ira pas, sauf miracle. Mais on peut toujours espérer qu'il y aille. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Désolé pour les autres. T'es dans le match. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous les trois, Franck, Théo, Pierre-Yves. Vous rappelez avant de conclure que vous pouvez nous suivre et nous contacter via les réseaux sociaux du Telegram et notamment le compte Telegram SB29. Un grand merci pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Salut.